Bonjour Dr Ledoux, nous sommes à San Diego au 66e congrès de l'ASH. Est-ce que vous pouvez revenir sur les communications les plus marquantes dans le domaine du syndrome hyperéosinophilique? À l'ASH, il y a eu des communications sur les syndromes hyperéosinophiliques. Il y en a 3 communications, alors que écrites, uniquement des posters, mais il y en a donc 3 qui méritent de revenir dessus. Il y avait un travail néerlandais académique et 2 travails industriels. Alors, le travail académique néerlandais a construit une cohorte rétrospective où ils sont partis des demandes de Fiparin. Et ils ont rassemblé comme ça 82 patients SHE. Et quand on regarde de quoi a été fait cette cohorte, eh bien on a effectivement 20 patients avec un SHE clonal, myéloïde, on a 30 patients avec un SHE idiopathique, quelques patients lymphoïdes, quelques patients réactionnels et puis des patients inclassés. Alors déjà on se rend compte que finalement classer un SHE c'est pas facile, hein, et donc ça peut être parfois challengeant. Et donc il faut vraiment avoir une conduite à tenir très méthodologique pour bien situer le cas nosologique. Alors si on s'intéresse aux SHE clonaux, myéloïdes, eh bien les 20 patients, ils avaient identifié la mutation que chez 6 patients sur les 20. Les 20 ont été traités par imatinib et on a observé des réponses chez 10 d'entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, quand on a une suspicion de SHE myéloïde, effectivement, si Fiparin peut être négatif, et il ne faut pas s'arrêter là, il y a d'autres transcrits qui ont été décrits, il y a d'autres mutations qui ont été décrites qui n'impliquent pas d'hétéroside kinase, et donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher de la RCP du céréo si on pense qu'on est dans le bon cadre nosologique, mais qu'on n'arrive pas à trouver le processus pathologique sous-jacent. Ensuite, si on revient sur la réponse à l'imatinib, effectivement 10 réponses avec seulement 6 patients avec le transcrit Fiparin. Oui, on a des réponses en dehors de ce transcrit. Et effectivement, le présentateur expliquait qu'il fallait des fois monter la dose d'imatinib et c'est aussi l'expérience qu'on a sur les patients en France. Donc si on revient après sur les 2 autres posters, donc il y avait deux travaux académiques. Alors les 2 ont été portés par AstraZeneca. L'un est une étude qui est en vie réelle, hein, sur l'utilisation des stratégies qui ciblent l'IL-5. Et donc ils ont construit 2 cohortes, une cohorte à partir des données prospectives, enfin des données, pardon, 2 cohortes, et en interrogeant donc les bases de la littérature. Et puis après ils ont fait une deuxième cohorte uniquement en interrogeant la case report. Et donc ils ont rassemblé comme ça 195 patients des cohortes rétrospectives ou prospectives. Je crois que c'était 70 patients des case reports. Et ce qui ressort de tout ça, c'est principalement des SHE idiopathiques ou lymphoïdes, et ce qui ressort de tout ça, c'est que cibler l'IL-5 dans le SHE lymphoïde et idiopathique, c'est une stratégie plutôt gagnante. Ça fait normaliser l'éosinophilie, ça permet le contrôle des symptômes, et ça fait de l'épargne cortisonique. Alors on peut être toujours un petit peu, quand on regarde un peu l'épargne cortisonique, les patients, ils gardent quand même 3, 4, 5, 6 mg par jour de cortensil. Alors ça pose question, c'est est-ce qu'on n'arrive pas à enlever ces 5 mg malgré l'utilisation du mépolizumab ou du baralizumab, ou est-ce que c'est parce qu'on n'ose pas? On n'a pas la réponse, mais peut-être que le registre cohésion nous aidera à avancer. Donc c'est l'occasion de remercier tous les médecins qui incluent des patients dans le registre cohésion. C'est grâce à ce registre qu'on arrivera à apporter des réponses à la fois sur le cadre nosologique des SHE et puis aussi sur des questions un peu plus ciblées. Et puis le dernier travail industriel aussi porté par AstraZeneca, c'était une étude européenne, peut-être que certains d'entre vous ont été sollicités, hein, qui a interrogé des médecins qui suivent des patients avec un SHE, qui a envoyé des questionnaires sur comment ça s'est passé, le contrôle de la maladie, et puis de 3 patients. Et ces 3 patients étaient amenés à remplir des questionnaires de qualité de vie et de fatigue. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement le SHE impacte la qualité de vie de nos patients, à la fois sur des critères, des échelles un peu composites, à la fois sur la fatigue. C'est lié à l'activité de la maladie, mais on a quand même des patients qui gardent une fatigue, une altération de la qualité de vie malgré un contrôle de la maladie. Et donc voilà un petit peu les choses qu'il faut retenir de l'ASH 2024 sur les syndromes hyperéosinophiliques. Écoutez, merci beaucoup pour votre expertise. Merci à Marie.